aujourd'hui, je suis avec Mireille Raniz, qui est une écrivaine, alors que je ne te connaissais pas encore, Mireille. Présente-toi un petit peu, Mireille. Alors, qu'est-ce que tu écris? Voilà, pourquoi tu écris? D'où viens-tu aussi? Voilà, présente-nous un petit peu comment aussi tu es arrivé ben, dans l'écriture. Bonjour. Alors, rassure-toi, Fabien, tu n'es pas le seul à ne pas me connaître parce que je suis nouvellement arrivée dans l'écriture. Alors, qui je suis? Je suis Mireille Raniz. J'étais enseignante en économie droit en lycée de Bastia parce que je vis en Haute-Corse. Et depuis que je suis à la retraite, je me suis mise à l'écriture. Donc, aujourd'hui, j'ai écrit 5 romans qui sont les 5 tomes d'une saga familiale. Une saga qui est aussi une romance historique qui a pour titre Mémoire de femme et qui, sur un siècle, retrace l'évolution de la société française en général et de la condition féminine en particulier, mais sans être militante parce que c'est pas du tout mon propos. Simplement, alors, chaque tome se déroule sur une génération de 20 ans et retrace le destin de la fille de l'héroïne précédente. Donc, D'accord, pardon, je commence en 1910 pour finir en 2010. Et on a donc 5 femmes, 5 destins, 5 périodes et 5 tomes. d'accord. Donc, ouais, tu as retracé quand même un siècle complet. Et puis, alors, si j'ai compris dans cette, comment dire, dans Voilà. cette saga, en fait, tu retraces vraiment l'évolution de la femme dans la société française uniquement, j'imagine. Oui, Euh, ouais, voilà. Donc, il y a toutes ces périodes aussi de guerre, j'imagine. La bien place de sûr. la femme la place de la, comment dire, voilà, de la femme dans comment dire, dans ces guerres historiques, et finalement, ces passages forts aussi, puisque j'imagine que les passages historiques comme les Premières et Deuxième Guerres mondiales, tu les abordes aussi, Bien ben, sûr, bien sûr. avec le rôle des femmes aussi à l'intérieur de tout ça. Voilà, oui. Ça commence en 1910, si tu veux. C'est l'histoire d'Eugénie. Alors, je montre le livre peut-être. Voilà, Eugénie, c'est ça. c'est une jeune couturière qui va être justement emportée dans la tourmente de cette époque, 1910-1930. Alors, bien sûr, on sait ce que c'est. C'est comme tu disais, la Première Guerre. Mais c'est aussi tous ces bouleversements technologiques qui font que ce qu'on est un peu, ce qu'on est aujourd'hui finalement. Hein. On passe d'une société agraire à une société industrielle, de la bougie à l'électricité, du cheval à l'automobile. Donc tout ça, c'est raconté. Ce sont des bouleversements qui se sont passés au début du siècle dernier. La guerre, j'ai pas voulu la raconter à travers les combats, les tranchées, parce que je pensais que ça avait déjà Ouais, été. je pense, ouais, ouais, ouais. Et donc, je l'ai racontée à travers plutôt, enfin, je l'ai racontée. Elle est évoquée à travers les lettres des poilus. Alors, c'est beaucoup plus poignant, émouvant, mais en même temps, ça retrace quand même l'ensemble de la. Parce que je veux garder cette trame historique. Oui, Et tout à fait. sur le deuxième tome, puisque tu parlais de la Deuxième Guerre, donc le deuxième tome, c'est la fille de Génie. Donc là, on est sur les années 30 à 50, puisque chaque fois, hein, je disais, c'est sur 20 ans que ça se déroule, de 30 à 50. Alors, elle monte à Paris, comme on disait à l'époque, elle montait à Paris. Donc là, à Paris, ce sont les années folles. Elle va rencontrer Joséphine Baker, Pablo Picasso. Puis, suite à un drame, elle va devoir s'exiler aux États-Unis. Là, c'est la période de la prohibition. Et quand elle rentre en France, eh ben, c'est ce que tu disais, elle est de nouveau confrontée à la guerre. C'est la Deuxième Guerre à ce moment-là. Et elle et sa famille vont vivre beaucoup de péripéties, de drames, parce que ils habitent dans un domaine viticole qui se trouve dans le sud-ouest et à l'endroit où se passait la ligne de démarcation. Donc c'est un contexte bien particulier qui se prête à des histoires, des rebondissements. Voilà. D'accord. Et Et est-ce que tu abordes la Corse aussi, toi qui es de Haute-Corse? Est-ce que tu nous abordes un petit peu parce que tu vois, bon, alors moi j'adore forcément cette île, comment dire, très si particulière à notre pays finalement parce que voilà, oui. si à part, comment dire, si ancré voilà, avec ses vraies valeurs corse, voilà, comme on dit. Mais est-ce que tu l'abordes aussi un petit peu dans tes romans, dans cette saga? Alors, c'est compliqué de parler de la Corse, d'écrire sur la Corse quand on n'est pas corse, parce que tu as bien raison, c'est une île particulière. Elle est inspirante, c'est vrai on y est bien, hein, mais
il y a tellement d'histoires justement et de choses qui sont secrètes, qui sont en même temps très intimes et très personnelles aux Corses, que moi, n'étant pas corse, je ne me sens pas légitime, si tu veux, pour en parler. Alors, je n'ai pas encore osé, effectivement, peut-être qu'un jour ça viendra, hein, mais je n'ai pas encore osé parler de la Corse dans mes romans. Toutefois, je l'aborde dans le cinquième tome, parce que j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais les 5 tomes sont déjà écrits. Hein. Dans le 5e tome, je l'aborde au niveau du drame de Furiani. Tu te rappelles? Ah oui, voilà. le football. Bon, Voilà. je suis un grand fan de football et toutes ces. Voilà. Tu dois bien et la Corse aussi, et la Corse, il y a un ancrage footballistique vraiment fort avec Bastia, Ajaccio. Voilà. Oui. Bastia avec le RCB, bien sûr. Voilà, et Furiani qui était un stade mythique, vraiment, avec cette histoire, parce que finalement, ce qui fait aussi, bon, on va en parler vite fait, mais Furiani, ce stade-là, tout ça, parce que Bastia a vécu des heures de gloire aussi dans le foot, et comment dire, ce drame qui a, voilà, une tribune, il me semble, qui s'est effondrée, je crois que c'était ça. Exactement, oui, en mai 92. Voilà. Voilà, c'est ça. Et voilà, il y a eu des morts, etc. Ce qui constitue aussi l'historique du club, tu vois, toutes ces choses, voilà, et de la Corse en général, puisque la Corse. Oui. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais encore sur le continent, je n'étais pas encore arrivée en Corse. Et ce qui m'avait frappé, c'était tous les gens qui venaient à la caméra, derrière le journaliste qui commentait comme il pouvait les événements qui se passaient en direct, et les gens qui venaient derrière la caméra. Alors, habituellement, les gens qui viennent derrière la caméra sur un match de foot, c'est pour faire un peu les idiots, on va dire. Mais là, ils venaient simplement pour montrer à la caméra qu'ils étaient toujours vivants, rassurer leur famille et dire je vais bien, ça va. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Et c'est pour ça que j'en ai fait dans le cinquième tome. D'accord. Mais c'est vraiment la seule, comment dire, la seule évocation de la Corse dans cette saga, parce que tu parles pas de tout ce qui est la Corse en elle-même, un peu à part, tout en étant française, elle est quand même, comment dire, à part. Pas autre chose que française. Hein. Non, elle est française, mais tu vois, enfin, moi, je vois toujours, il y a un Parlement corse, il y a tout cet esprit aussi, voilà, à eux, presque indépendantiste. Chose comme elles sont, disons les mots, cet esprit un peu nationaliste, un peu autonomiste. Tu vois, voilà, mais exactement comme la Bretagne, comme. C'est ça, voilà. Mais parce que voilà, les Corses, c'est cette comment dire, c'est à part. Ce franc-parler, on les adore aussi, mais tu vois, ils sont tout ce qu'il y a eu autour, en plus les affaires judiciaires. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, c'est vraiment, c'est légendaire, quoi. Alors, voilà, c'est pour ça. Si un jour j'écris, je pense qu'il y a tellement de matière que ça ferait à soi tout seul un débat ou donc là, j'ai pas voulu tout mélanger et non, ça reste sur la métropole, l'ambiance de la femme, etc. Parce qu'aussi, il y aurait beaucoup à dire aussi sur la Corse aussi. Surtout sur la femme en Corse, oui. La femme et l'homme en Corse, voilà, tu vois, c'est encore. Enfin, ça, c'est sûrement une idée reçue qu'on a tous de la Corse, un peu machiste, tu sais. Raciste, non, mais. Machiste. Le macho, tu vois, le machisme un peu corse, comme on le voit à la télé ou quoi, tu vois, dans les films, tu vois. Après, c'est raconté dans les films, quand on n'a pas vécu, c'est normal, tu vois. C'est pas trop un cliché parce que je pense que la femme a moins vite évolué en Corse que sur le continent. D'accord, voilà. Non, mais moi, c'est des choses, parce que je suis jamais là en Corse, mais c'est des choses qu'on voit à la télé, dans des films, tu sais, des fois caricaturées, c'est sûr. Tu sais comment ils font, voilà. C'est dans cet esprit-là. Après, voilà, donc toi, tu vis en Haute-Corse, donc tu nous as écrit, voilà, sur un siècle, tu vas raconter cette évolution. Alors, c'est un fil rouge de tes romans. La femme, comment elle évolue à travers les époques. Et là, tu nous mets sur un fond historique, en fait. C'est cela. C'est l'évolution de la société même, puisque j'aborde d'autres sujets que la femme. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas du tout être militante. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut le dire. C'est pas un roman. Voilà, c'est un témoignage de dire, voilà, c'était là, et puis on en est arrivé là. Parce que finalement, tu me demandais tout à l'heure comment j'en étais arrivée à cette écriture.
En fait, moi, quand j'étais adolescente, je passais beaucoup de temps avec ma grand-mère qui me racontait sa vie. Elle était née en 1895, donc en 1914, tu vois, elle était en pleine dans la tourmente. C'est pas du tout autobiographique, hein. Mais donc, je passais beaucoup de temps avec elle, on écoutait ses disques, sa musique, elle me racontait sa vie, ces choses-là. Et moi, je me disais, finalement, la guerre, on en a beaucoup parlé à travers les combats, les films, les livres et tout ça. Mais tous ces gens anonymes qui ont fait avancer le pays quand même, qui n'étaient pas au front, mais qui étaient à l'arrière et qui étaient importants, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc moi, j'ai voulu témoigner de ça au départ. Et j'ai écrit le premier tome. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, ce qui serait bien, c'est que je fasse l'évolution jusqu'à nos jours, jusqu'à moi, jusqu'à ma génération. Voilà, ouais. Et comme ça, j'en suis arrivée à 5 tomes. C'est pour ça que c'est par le regard des femmes, cette évolution à la fois de l'évolution de la condition féminine, mais à la fois aussi de la société française. Parce qu'au fur et à mesure, on va voir l'évolution des mentalités, par exemple, au niveau sur le 4e tome, par exemple, je parle de l'abolition de la peine de mort, je parle de l'abrogation du délit de sexualité, d'homosexualité, pardon, je parle de la dépénalisation de l'avortement. C'est toute cette évolution des mentalités et par conséquent de nous, quoi, de ce que nous sommes. Oui, voilà, c'est ça. Et est-ce que tu as prévu, parce que finalement, tu vois là, on est en 2024, est-ce que tu prévois de faire un 6e tome finalement? Tu sais, sur cette. Parce que là, on est aussi dans un boom technologique avec l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là qui sont en train, puisqu'on le verra, enfin, on le verra, je pense, encore dans 4 5 ans, mais ça va complètement modeler. D'ailleurs, tu le vois, le gouvernement et tout qui y arrive. Bon, bref, c'est une révolution technologique comme l'a été l'industrie aujourd'hui avec cela. Est-ce que tu prévois quelque chose dans cet esprit-là, 2010-2030, tu vois, ou Tu as raison. 2024, Alors, tu as raison, mais déjà, le dernier tome 1990-2010, là, c'est déjà le communautarisme qui arrive, c'est aux États-Unis le 11 septembre, dans cette période, c'est toutes les nouvelles technologies dont tu parles, des choses dont Eugénie n'aurait même pas songé à ce que ça puisse exister. Mais je m'arrête là, parce que je vais te dire pourquoi. Toutefois, alors, il faut que le dernier tome, ce sont 2 jumelles en fait. C'est plus une seule femme, ce sont 2 jumelles. et ça, chaque fois, alors, juste pour qu'on comprenne, de la première à la dernière, en fait, c'est que les descendantes de chacune. Exactement. À chaque fois, c'est de mère en fille. Hein. On a Donc, du coup, voilà, tu suis, c'est comme en fait, c'est une famille, la famille qui, on la suit tout au long de, finalement, un siècle de famille avec les générations. Et puis, on pourrait même nous faire un petit arbre généalogique. Tu pourrais faire quelque chose comme ça pour présenter ton livre aussi. C'est ce que je fais à partir du 3e tome. J'ai fait un résumé des tomes précédents et un arbre généalogique pour que les gens puissent s'y retrouver. Encore qu'il y a des lecteurs qui m'ont dit c'est ma famille, je les connais tous, donc parce qu'ils se sont attachés aux personnages. Mais oui, ce qu'on disait, alors justement, chaque tome, c'est le titre, c'est le prénom de l'héroïne. Alors, on a Eugénie qui est la première, Léontine qui est la 2e, Sandra, que je n'ai pas montré tout à l'heure, qui est la 3e. Ensuite, on a Elsa. Et les dernières, donc sur la période de 1990-2010, ce sont des jumelles, comme je te disais, qui s'appellent Claire et Lucie. Alors, Claire et Lucie, ce n'est pas anodin comme prénom, j'ai voulu des prénoms lumineux. Parce que j'ai l'impression justement qu'on s'enfonce dans une période qui deviennent assez sombres et sur laquelle je n'ai pas envie d'écrire pour répondre à la question de tout à l'heure. On s'enferme, je pense, sur une espèce de communautarisme, d'individualisme. On n'est plus solidaires les uns des autres, c'est chacun pour soi. J'ai pas envie d'écrire sur cette époque-là. Elle me fait pas plaisir. Et donc, Claire et Lucie, ces prénoms lumineux, c'est pour montrer aussi qu'on va peut-être sortir aussi du tunnel et voir la lumière. Alors, j'ai pas envie d'écrire sur cette époque-là. Ceci dit, il y a une des 2 jumelles qui a une fille. Alors, je me ferme pas la porte quand même. C'est ça. Et puis, attends un petit peu. Je vois que les prénoms,
tu les as choisis correspondant presque à l'époque. Enfin, bien moi, ce sûr. que tu m'as dit là, Eugénie Léontine, c'est vrai, ça fait des Oui, noms assez âgés. Enfin, âgés, il y en a bien encore sûr. aujourd'hui, mais bon, tu sais, c'était courant peut-être plus à l'époque. Puis Sandra aussi, tu vois. Puis tu arrives sur Elsa, qui est assez courant aussi Oui. de nos jours, et Claire, qui sont encore des prénoms, certes anciens, mais qui sont modernes, à la fois modernes. Donc, ça correspond aussi aux époques, tu vois. J'ai trouvé ça intéressant aussi. C'est fait exprès, oui. D'accord, dans ta recherche aussi, voilà. Donc, on peut dire que cette saga, elle va retracer un siècle de société dans le regard des femmes. C'est exactement ça. Voilà, tu as bien résumé mon projet. Mon projet, c'était celui-là, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu voulais écrire sur ça, finalement? Est-ce que ton métier, donc, tu étais prof d'économie droit, c'est ça que tu m'as dit? Ça n'a pas de rapport, mais peut-être la transmission, le goût de la transmission, Voilà parce que ça, ou peut-être, alors, toi, alors, est-ce que ça a été plus facile pour toi aussi dans le sens économie droit aussi, tu as une valeur historique dans le sens où tu as peut-être les évolutions économiques aussi d'un pays, toutes ces choses-là, tu vois, le droit aussi, tu as la femme, tu vois, toutes ces choses-là, où tu as quand même, tu avais un bagage technique, un bagage de connaissances approfondi, où tu as pu peut-être, comment dire, t'en servir pour écrire, j'imagine, toutes ces oui, connaissances techniques. bien sûr, mais il m'a fallu quand même faire beaucoup quand même encore de recherches, notamment sur les deux premiers tomes pour la Première Guerre et la Deuxième Guerre. Ah ouais, Après, oui, oui. ce que tu dis est vrai au niveau juridique et au niveau économique, parce que par exemple dans le troisième tome, c'est juste après la guerre, la France retrouve son économie d'avant-guerre, hein. C'est les 30 glorieuses finalement, hein. C'est là qu'on va commencer la société de consommation, ce sont les réformes sociales, et puis après, dans le quatrième tome, celui de Elsa, on va avoir les premiers déséquilibres économiques, les bouleversements sociétaux aussi, et c'est l'annonce d'une crise financière majeure. C'est vrai que mon bagage, comme tu dis, m'a effectivement servi, et que c'est aussi une attirance naturelle que j'ai envers ces domaines de connaissances, si tu veux. Mais ceci dit, il a fallu quand même que je me documente énormément, et c'est ce qui me plaît aussi dans l'écriture, c'est cet enrichissement personnel. Au-delà de transmettre des connaissances et des émotions, c'est ce qui me plaît dans l'écriture, c'est le fait d'apprendre quelque chose moi-même et après de le recommuniquer, de le redonner aux autres. Oui, voilà. Donc, finalement, alors, voilà, alors c'est ça aussi, c'est un roman. Donc, on a dit une saga familiale, c'est un roman, mais il y a aussi cette valeur réelle. Moi, je veux vraiment apporter ça. C'est-à-dire que tous les faits que tu vas citer à l'intérieur, ce n'est pas de l'irréel ou quoi, c'est des Non, relations de cause à effet qui sont faites entre les époques, qui amènent à une autre époque, finalement, et qui ont existé. Et tu vas nous fournir, j'imagine, des détails aussi historiques pour qu'on comprenne aussi ces relations. Alors moi, je m'intéresse beaucoup aux relations de cause à effet. Qu'est-ce qu'on a fait avant pour en arriver à l'étape suivante? Finalement, toi, avec tes livres, ça peut être aussi un axe aussi de lecture et de dire, tiens, regarde, on a fait ça au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième. Et finalement, dans le cinquième tome, on se rend compte qu'il y a peut-être des évolutions qui sont aussi, comment dire, dues au premier tome, tu vois, à une bien première époque. Tu vois, on dit souvent qu'on est endetté. Alors, j'ai souvent entendu je me suis jamais forcément penché précisément là-dessus, mais on dit souvent qu'on est endetté par rapport au socialisme français d'une certaine époque, dans les années 80, tu vois. On a fait un peu de libéralisme, donc on a fait de bonnes réformes sociales, mais on te dit souvent, les anciens, ils disent, oui, mais ça a coûté beaucoup d'argent au pays, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à avoir un modèle économique stable et un modèle économique viable pour un pays de tu vois, de notre stature. Donc, je me dis que peut-être dans un de tes livres, on peut, à un moment donné, apercevoir ce petit changement d'état et se dire que, ben ouais, finalement, c'est peut-être pas si bien que ça, cette réforme-là, à ce moment-là, puisqu'on voit bien qu'après, on connaît le futur, tu vois, on peut peut-être arriver à… tu as complètement raison encore une fois, parce qu'on sait bien que de toute manière, l'histoire est un éternel recommencement. Ça, ce sont des choses qu'on entend aussi. C'est des cycles. Malheureusement, c'est des cycles, voilà. Malheureusement, rien ne nous sert de leçon.
D'accord? Les erreurs qu'on a pu faire par le passé qui ont engendré des crises, eh bien, on va les refaire encore de nos jours. D'ailleurs, on le voit bien hein, avec la guerre en Ukraine. Il y a énormément de similitudes avec des situations qui ont provoqué la première et la deuxième guerre. Hein, Est-ce ça, est-ce qu'avec tes livres, alors moi, c'est toujours ça ça me fascine toujours. oui, oui, mais tu as, je vais te répondre. C'est surtout sur le quatrième tome, parce que premier et deuxième tome, c'est la Troisième République. La quatrième République, pardon. Alors, la quatrième République, on changeait, tous les trimestres, on changeait de gouvernement. Il n'y avait pas de président, c'était un président du Conseil. Bon, on changeait de gouvernement, il était renversé tous les trimestres. C'était très instable, ça n'allait pas du tout. À partir du troisième tome, là, on a le général de Gaulle qui va être président de la République et qui commence la cinquième République. À partir de là, il y a une certaine stabilité politique qui va s'installer dans le pays. Puis, sur le quatrième tome, comme tu disais tout à l'heure, on va changer comment dire, de parti, puisque tu parlais du socialisme, et c'est là qu'on va y arriver. Et effectivement, toutes ces réformes sociales qui étaient certainement nécessaires, Oui. Je pense à la semaine aux réformes de la durée du travail, je pense à toutes ces choses-là, qui effectivement ont plongé le pays dans une espèce de marasme économique. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, je veux pas jeter la pierre ni à droite ni à Non, c'est pas un ouvrage politique aussi. politique là. Non, c'est moi ce que je veux, voilà, c'est ce que tu peux superposer. Mais on le voit effectivement dans le quatrième tome, parce que c'est là qu'il y a eu cette charnière. Si tu veux, premier, deuxième tome, quatrième République. Troisième tome, c'est le début de la cinquième République, De Gaulle, et puis c'est mai 68 et tout ça. Et puis après, c'est cette charnière-là au quatrième tome. Et si tu veux, mon héroïne, sans raconter toute l'histoire, mon héroïne va être avec un député. Et on va assister pratiquement au débat. Il va y avoir effectivement entre eux beaucoup de conversations politiques qui présentent les deux façons de voir dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que les réformes sociales nécessaires ne vont pas entraîner le pays dans un problème économique? Ce sont des conversations entre les personnages dans le quatrième tome qui vont expliquer cela. Et en même temps, comme il est député, le héros, là, le compagnon de mon héroïne, comme il est député, on va assister au débat à l'Assemblée nationale sur, par exemple, le débat sur la dépénalisation de l'avortement, par exemple. Parce que maintenant, on a la chance avec Internet d'avoir accès à toutes les archives météo. On sait exactement le temps qu'il faisait, par exemple, le 21 juin 1914. On sait, on a toutes les archives des débats qui se sont passés à l'Assemblée nationale. C'est vraiment d'une richesse inouïe, quoi. C'est infini. Par exemple, dans le troisième tome, j'ai un de mes personnages qui va être confronté à un secret de famille par rapport à son père, puisque son père, c'était au cours de la Deuxième Guerre mondiale, donc au moment de la collaboration, de l'occupation et tout ça. Donc, il va être confronté à ça. Il y a la question juive qui est soulevée. Et là, c'est pareil, il y en a des archives avec exactement le tableau qui a été confisqué à telle famille, comment il lui a été restitué, enfin des choses comme ça, quoi. C'est fabuleux, la richesse de documentation qui est à notre portée maintenant, c'est quelque chose de fantastique, quoi. Et moi, je me suis beaucoup servi de ça. Oui, voilà, donc tout ce que tu vas relater aussi, voilà, avec des recherches, avec de vrais faits, quoi, finalement, réels, et voilà, avec toutes ces données réalistes. Voilà, donc voilà, à travers tout ça aussi, donc c'est pour dire que ton livre, c'est pas seulement une romance ou qu'on va lire aussi, mais ça peut intéresser vraiment des gens qui sont aussi intéressés, tu sais, par cette évolution sociétale, par tous ces cycles-là qu'on peut remarquer, qu'on peut analyser aussi à travers tes ouvrages. Voilà, tout ça aussi, c'est super intéressant parce que finalement, comme tu l'as dit aussi, c'est un cycle, on peut superposer tout et
comme tu viens de dire, on fait toujours les mêmes erreurs et ça recommence et on reprend. Et puis, au travers des époques, finalement, on peut avoir peut-être aussi des signes, tu sais, avant-coureurs de ce qui est arrivé. Donc, on sait qu'en 14-18, il y a eu des signes avant-coureurs avant 14-18. 39-45, ça a été quasiment, si tu prends pas, alors c'est pas les mêmes faits, mais si tu prends pareil, c'est des faits qu'il y a eu avant qui ont entraîné la guerre. Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on n'est pas dans les mêmes dispositions avec des faits qui arrivent avant, qui amènent à une guerre? Tu vois, ah bon, j'espère que non, hein. Mais est-ce qu'on est dans ces similitudes proches ou lointaines? On ne sait pas, mais bon. Chacun, effectivement, après, peut tirer, à la lecture des livres, peut tirer ce genre de conclusions et ce sont des pistes de réflexion, justement, que je veux apporter aussi. C'est ça que j'aime aussi. Alors, comme tu disais, c'est effectivement des faits réels historiques. C'est une trame arrière parce que c'est une romance historique. Donc, voilà, oui. Il y a aussi beaucoup d'amour, il y a aussi beaucoup d'aventures. Bien sûr, non, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'aime bien dans ton approche, c'est de mettre vraiment les valeurs réelles, le contexte réel, pour qu'on s'aperçoive vraiment dans quoi chaque personne a évolué, en fait. Et pourquoi on a eu telle réaction en 1914, et pourquoi sur des mêmes situations en 2000, dans les années 2000, des situations similaires, pourquoi on réagit différemment? Donc là, tu nous montres l'évolution des mentalités, l'évolution des technologies, l'évolution de l'émancipation de la femme. Tu vois, toutes ces choses-là qui font que finalement, une personne en 1910 ne va pas réagir comme une personne 100 ans plus tard. Voilà. Et c'est ça, parce que par exemple, si on prend un exemple concret, dans le premier tome, je parle du... Alors, c'est beaucoup plus léger que ce que l'on vient de dire jusqu'à présent. Je parle des débuts du concours de Miss France. C'est à cette époque-là que ça s'est passé. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, ça se passait de la façon suivante. On prenait en photo de jeunes filles et on distribuait ces photos comme des cartes postales à la sortie des cinémas. Et ensuite, chacun devait voter pour la jeune fille qu'il trouvait la plus jolie. Et à l'époque, c'était pas du tout connoté comme maintenant avec l'objectivation du corps de la femme, avec cette connotation un peu négative. Voilà. C'était simplement le charme français qui s'exportait. C'était mettre en exergue le charme français. Il y a d'autres exemples, si tu veux, pour montrer cette évolution. Par exemple, à l'époque, on parlait de filles-mères. Après, on a parlé de mères célibataires. Maintenant, on parle de famille monoparentale. Tu vois, même dans le vocabulaire, on voit cette évolution. Et c'est ça que je montre à travers ces 5 tomes-là. Depuis 1910 jusqu'à 2010, c'est cette évolution à la fois dans les esprits. Et alors, je suis persuadé que de 1810 à 1910, il n'y a pas eu autant d'évolution. Tu vois ce que je veux te dire? Ça a été plutôt une époque plus stagnante, tu vois? C'est possible, c'est mon prochain projet, ça. Je suis en train d'écrire un livre qui part après la Révolution, au moment de la Terreur, juste après la Révolution en 1792. Et alors là, je ne sais pas jusqu'où je vais arriver. Là, en ce moment, je vais être jusqu'en 1830 ou 1850. Mais ce sera un seul roman, ce ne sera pas une saga. Mais tu vois, il y a des choses intéressantes. Qu'est-ce qui a fait basculer aussi, tu vois, toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui a fait basculer? Tu sais, ce moment, moi, j'appelle toujours ça dans toutes les guerres ou dans tous les moments marquants de notre société. On ne le voit pas sur le moment. Et quand on revient un peu en arrière, comme tu fais toi, en relatant un peu les faits, finalement, on peut s'apercevoir du point. Le point qui a fait que ça a basculé vers ça, tu vois. C'est toujours la décision, voilà, la chose, le petit grain qui a fait que finalement on s'est orienté vers la guerre ou vers un choix qui 30 ans plus tard s'avérera complètement qu'il ne fallait pas le faire, tu vois. Et je pense que là, voilà. Et la Révolution française aussi, toi, en amont encore, ça peut aussi déterminer, tu vois, toutes ces relations de cause à effet dans toutes ces époques-là. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans tes livres, voilà. Merci. Non, mais merci à toi. Mais en tout cas, Mireille, merci beaucoup. Déjà de m'avoir qu'on ait pu faire cette interview tous les deux, puisque voilà, on a pu apprendre un peu plus en profondeur tes romans, voilà, savoir qui tu étais, pouvoir présenter un petit peu toute ta saga. Voilà. Donc, et tu m'enverras les liens et tout ça, on mettra dans la vidéo pour voilà,
dire aux gens où ils peuvent les acheter, et voilà. En tout cas, je te remercie. Et puis, passe une excellente journée, Mireille. Merci à Merci toi. également et à tout le monde aussi. Merci beaucoup, hein. Merci. Au revoir.